Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons passer au prochain forum. Mais avant de vous présenter les participants à ce forum, je voudrais céder la parole à Didier Lebray, le directeur de l'Académie diplomatique et consulaire du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a un petit message à vous passer. Bonjour à toutes et à tous. C'est extraordinairement émouvant de vous retrouver après ces 2 jours un peu fous. J'espère que vous avez vécu une belle aventure. En tout cas, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on est extraordinairement heureux de vous avoir accueillis, j'espère dans de bonnes conditions. Et je voulais juste vous dire qu'on termine, donc c'est la dernière table ronde de ces 2 journées un peu folles, avec un sujet qui est, pour moi, un des sujets clés. On va vous parler de l'ONU. On est dans une période anniversaire, les 80 ans. Mais ce que je souhaite, c'est que quand vous sortirez de cette table ronde, et toutes celles et ceux qui ont accepté de venir vous en parler, vous le diront mieux que moi, mais ce que je souhaite, c'est quand vous sortirez de cette table ronde, vous vous direz, bien sûr, c'est compliqué, mais il y a un chemin. Et c'est ça qu'on va essayer de vous montrer ce soir. Il y a un chemin qui n'est pas facile, mais il y a des gens qui travaillent, il y a des acteurs de la paix, il y a des gens qui consacrent leur vie à ça, à la paix, à la coopération, à faire que les gens se parlent. Et c'est ça précisément qu'on va essayer de vous montrer. Donc, et je voulais juste profiter aussi de ce moment pour vous remercier, vous et à travers vous, toutes celles et ceux qui sont venus, de ces 2 magnifiques journées que vous nous avez fait vivre, pour lesquelles nous avons essayé de nous rendre autant que possible disponibles pour vous parler à la fois de géopolitique, puisque c'est ça qui vous intéresse, mais aussi de vous, de votre avenir, de vos métiers. Voilà, et vous nous direz peut-être à travers les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on refasse le même exercice l'année prochaine. Donc vous nous direz. Bon, nous voilà rassurés. Voilà. Laurent, tu as la parole. Merci. Merci Didier. Donc nous allons passer à la table ronde relative aux Nations Unies. Donc ONU, 80 ans au service de la paix et de la coopération. Participe à ce dernier débat de la fabrique de la diplomatie Anne Avril, directrice générale de l'UNICEF France, Niels Pedersen, délégué général du Pacte mondial de l'ONU, Paolo Artini, représentant en France du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Mathieu Guével, directeur de communication de l'UNESCO, Gaël Vessière, ambassadeur de France en Ukraine, et la modération sera assurée par Jérémy Mercier, délégué général de l'Association française des Nations Unies. Jérémy, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde ONU 80 ans au service de la paix et de la coopération. Évidemment, il est dans ce temps de crise, de guerre, plus facile de s'exprimer à Paris que là où l'ONU travaille précisément, c'est-à-dire sur le terrain. Il y a 80 ans, il y avait 51 États et 2,5 milliards de personnes. Aujourd'hui, nous en sommes à 193 États membres des Nations Unies et 8,5 milliards de personnes. Il est donc bien plus aisé de s'exprimer ici que précisément dans ce que cette table ronde mettra en avant, la famille des Nations Unies, partout dans le monde et précisément là où elle travaille, sur le terrain, au service des populations les plus vulnérables. Avant de débuter cette table ronde, je vous propose d'écouter un message de Alexandra Matviichuk, prix Nobel de la paix, présidente du Centre ukrainien pour les libertés civiles. My name is Alexandra Matviichuk. I'm a human rights lawyer. I'm documenting war crimes in this war which Russia has launched against Ukraine. While this war turns people into the numbers, we are returning people their names. Because people are not numbers, and life of each person matters. Let me share with you 3 important lessons learned from our experience. First, peace and human rights are inextricably linked. This means that states that grossly violate human rights provide a threat not just to their own citizens, but to the peace and security in general. And that is why we have to care about human rights situation in other countries. Second,
armies are speaking now, because the voice of civil society wasn't heard before. Probably we was heard in UN Human Rights Committee or OEC Human Dimension meetings, but not in the rooms where political decisions were taking place. But we will never defend security and freedom if we will give this job only for experts and diplomats. We have to take responsibility to our own shoulders. And third, when we can't rely on the international system of peace and security, we can still rely on people. We get used to thinking through the categories of states and interstate organizations, but ordinary people have a much greater impact than they can even imagine. Ordinary people can change history quicker than UN intervention. Aujourd'hui, cette table ronde ne mettra pas simplement en avant les enjeux relatifs aux difficultés au sein du Conseil de sécurité, mais aussi et plus largement les activités, le rôle créateur aussi des États au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, et plus précisément à l'aune de l'ouverture de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies aujourd'hui, évidemment l'hommage à l'ensemble des agents, non seulement qu'ils relèvent de l'ensemble des postes, missions, agences, fonds, programmes des Nations unies, mais aussi les institutions spécialisées. Sans eux, renoncer, c'est renoncer aux libertés. En avril, l'UNICEF a été, dès le début en Ukraine, investi pour la protection des enfants. Pouvez-vous nous en dire plus ? Bonsoir d'abord à toutes et à tous. C'est évidemment un immense honneur de s'exprimer derrière Madame Oleksandra Matchovic, mais également de vous parler deux secondes des enfants ukrainiens, parce que l'UNICEF est sur le terrain auprès de ces enfants depuis maintenant 3 ans et demi, d'une guerre qui n'en finit pas. Ça signifie pour eux tous les jours la peur, des écoles détruites, des hôpitaux qui sont anéantis, un avenir très très compromis. Donc on est sur le terrain, c'est 3 millions d'enfants qui sont déplacés, qui sont loin de leur foyer et qui ont très peu d'espoir de retrouver une vie normale dans les jours à venir. Donc je voudrais avoir une pensée pour ces enfants aujourd'hui parce que si on fait un saut 80 ans en arrière, l'UNICEF est justement né pour venir en aide aux enfants européens après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale en 1946. Et à l'époque, c'était un fonds d'urgence, le Fonds d'urgence des Nations Unies pour l'enfance. Et probablement que les grands de ce monde de l'époque avaient, à juste titre, eu l'idée de se dire que protéger les enfants, c'était probablement reconstruire un monde dans la paix et dans l'avenir. Alors malheureusement, l'avenir ne leur a pas tout à fait donné raison, mais en tout cas, l'action de l'UNICEF a été très très concrète auprès des enfants européens au début, à distribuer des vaccins, des soins, de la nourriture. Et d'ailleurs, certains survivants en Europe s'en souviennent. Et puis assez vite, l'UNICEF s'est aperçu que son mandat ne pouvait pas s'arrêter juste à l'Europe et que les besoins étaient immenses ailleurs et s'étaient déplacés sur d'autres continents. Et c'est la raison pour laquelle, en 1953, ce fonds provisoire est devenu une agence des Nations Unies, l'UNICEF, mais elle a gardé aujourd'hui cet acronyme avec l'urgence. Et je voudrais juste partager un chiffre avec vous. Aujourd'hui, on estime qu'il faudrait 9 milliards de dollars pour couvrir les besoins humanitaires des enfants de la planète en 2025. C'est un record depuis qu'on calcule effectivement ce chiffre. Mais l'UNICEF, c'est surtout un acte fondateur qui est la Convention internationale des droits de l'enfant ou la Convention relative aux droits de l'enfant, qui a été ratifiée ici même à Paris en 1987 et qui est, ça on ne le dit jamais assez, l'acte qui a été le plus plébiscité puisque 196 États et territoires l'ont signé à l'époque. Ça ne veut pas non plus dire qu'elle est respectée pour autant.
je peux continuer effectivement de vous parler de l'UNICEF et de ce qu'on fait. Alors déjà, je voudrais tordre le cou à un canard, hein. L'ONU, on dit souvent, c'est lent, c'est bureaucratique, c'est pas efficace. Mais on a des faits qui parlent d'eux-mêmes. Et je vais partager quelques chiffres. Alors pour ça, j'ai quand même pris quelques notes parce que je vais vous en donner quelques-uns qui sont évidemment très impressionnants. Depuis 1990, la mortalité infantile a diminué de 60%. Ça veut dire que ce sont des millions d'enfants qui ont survécu là où auparavant ils seraient morts avant leur 5e anniversaire. Aujourd'hui, en 2025, un enfant sur 4 naît dans un centre de santé qui est soutenu par l'UNICEF. La mortalité maternelle, elle a reculé de 40%. Les campagnes de vaccination ont sauvé 154 millions de vies en 50 ans et vous savez que la polio a été éradiquée à presque 100%. On estime à 99%. Il y a encore quelques foyers épidémiques. La malnutrition chronique, elle aussi, a reculé de 40% depuis 2000. Ça veut dire que ce sont 56 millions d'enfants de moins de 5 ans, qui souffrent aujourd'hui de retard de croissance. Et alors un avant-dernier chiffre qui est probablement parmi les plus spectaculaires. En 1950, donc au lendemain de la création de l'UNICEF, un enfant sur 2 seulement allait à l'école primaire. Et aujourd'hui, c'est près de 9 enfants sur 10 à l'école primaire, je dis bien. Et en 25 ans, 68 millions de mariages précoces ont été évités, donnant ainsi à des millions de jeunes filles l'espoir d'un avenir meilleur. Ces résultats, vous le voyez, ils ne sont pas abstraits, ils sont le travail de nombreuses équipes qui se sont succédées, qui ont innové, qui ont réinventé des solutions pour les enfants, qui ont été flexibles, agiles. Je reviendrai tout à l'heure sur l'importance aussi du réseau UNICEF. On est aujourd'hui présent dans 190 pays et territoires et on travaille, et on ne le dit jamais assez, avec des agents de santé communautaire, avec des communautés, avec des ONG locales, ce qui nous permet d'être là avant les crises, pendant les crises et après les crises. Et je vais vous dire quelque chose de peut-être un petit peu trivial, mais je pense que ces 2 chiffres sont importants parce que la solidarité, c'est un investissement. On va parler de la crise des financements. Je pense que c'est un peu inéluctable cet après-midi. Je pense que ces 2 derniers jours, ça a été probablement au cœur de beaucoup de débats. Mais vous ne savez peut-être pas que chaque année de scolarité pour une fille diminue la probabilité de voir mourir ses enfants à venir, puisque elle a accès à une éducation qui lui permet de retarder un mariage ou une grossesse trop précoce. Elle a accès aussi à des informations sur l'hygiène. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que chaque année de scolarité augmente de 20% ses revenus futurs. Et la dernière chose, c'est que chaque dollar investi dans la vaccination rapporte 54, je dis bien 54 dollars à la société. Donc vous voyez, la solidarité, elle est rentable et il faut continuer à investir et on en a besoin parce que ces résultats sont non seulement spectaculaires, mais ils se traduisent vraiment par des vies sauvées. Alors en ce 80e anniversaire des Nations Unies, le secrétaire général souhaitait ne pas trop mettre l'accent sur la célébration, mais plus sur l'efficacité des agences, l'efficacité des fonds, l'efficacité des programmes sur le terrain. Comment l'UNICEF s'adapte, repense ses activités face à la crise financière sans précédent? Comment UNICEF, par quelle modalité UNICEF agit dans les terrains concernés? Alors, je l'ai dit et je le redis, l'UNICEF ne travaille pas seul. L'UNICEF travaille d'abord en coopération avec les gouvernements. On ne travaille pas, on n'intervient pas sans l'accord d'un gouvernement et sans sa coopération. L'UNICEF travaille en collaboration avec de nombreuses agences des Nations Unies. Alors, j'ai mon collègue du HCR qui est là et on travaille vraiment de manière concertée, de manière efficace sur, je pense, on a parlé de la crise ukrainienne, mais c'est la même chose au Soudan, c'est la même chose dans l'ensemble des terrains d'intervention. L'UNICEF a réellement des appuis, travaille aussi grâce à des méthodes innovantes. Ça, je pense qu'on a l'impression effectivement
que ce sont des recettes simples, mais en fait, il y a un département innovation chez nous qui réinvente tous les jours les moyens d'être plus efficaces, notamment en utilisant le numérique, maintenant l'intelligence artificielle. Je vais vous donner un exemple. En Afrique de l'Ouest, grâce à une détection par drone des nappes phréatiques, on a pu augmenter de 50% les chances de forêt des puits au bon endroit, ce qui a permis de donner accès plus rapidement et à moindre coût à des personnes, à 1 200 000 personnes, donc ça n'est pas rien. Donc on réinvente des modèles. Quand on ne peut pas continuer notre activité parce que la vie des personnels internationaux sont en danger, là aussi, on procède à des méthodes comme des cash transfers, comme de l'appui aux communautés directement, ce qui est très, très important. C'est le cas à Gaza. On sait qu'aujourd'hui, Gaza fonctionne notamment grâce à ces moyens financiers qui sont versés, et que les rares incursions que nous faisons en tant qu'expatriés sont encore une fois exceptionnelles, même si elles nous permettent de témoigner aux yeux du monde. Donc voilà, on réinvente. Et puis surtout, la dernière des choses, on a parlé de cette crise des financements, elle nous touche énormément, hein, puisque l'UNICEF a subi de plein fouet cette crise. On est en train de licencier à peu près 25% de nos effectifs. 25% des effectifs sur certains terrains. Vous imaginez qu'il n'y a pas d'amortisseurs sociaux, il n'y a pas de continuité possible, il n'y a pas non plus de recours ou d'alternatives dans les ONG qui sont dans des situations parfois encore plus critiques que nous. Donc maintenant, il faut aussi... cette crise, elle a montré à quel point on était un colosse au pied d'argile et qu'il fallait vraiment réinventer ces mécaniques de financement. Et même si l'aide publique au développement, et je ne le dirai jamais assez, doit reprendre et se poursuivre, et j'ai partagé avec vous cet investissement dans la solidarité parce que c'est ma conviction profonde. Mais en tout cas, tout ne peut pas reposer juste sur l'aide publique au développement, et il faut mettre en place des mécaniques innovantes. Je voudrais pour terminer en partager deux. La première, alors ça vous dira sans doute quelque chose, les taxes sur les billets d'avion, sur les transactions financières, elles ont permis d'optimiser, de faire décoller les moyens de recherche contre le HIV notamment. Mais il y en a une dont on a parlé récemment en marge du sommet Nutrition for Growth qui s'est déroulé en mars dernier, et qui consiste à taxer, par exemple en France, de 1 centime d'euro les canettes de soda. Et ça permettrait de sauver chaque année, juste sur les canettes vendues en France, la vie de 2 millions d'enfants de la malnutrition. Donc c'est simple, c'est assez peu coûteux, c'est efficace. La deuxième mécanique de financement, et j'en termine là, c'est ces partenariats publics-privés. Et aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un programme sans envisager de mettre à contribution des partenaires privés. Et Niels pourra en parler beaucoup mieux que moi dans quelques minutes. Et typiquement, nous avons lancé toujours à l'occasion de ce sommet Nutrition for Growth le Fonds pour la nutrition de l'enfance, Child Nutrition Fund. Et aujourd'hui, on est en passe d'atteindre 750 millions de dollars collectés, notamment grâce à un grand don des Américains, mais d'une famille américaine, mais en tout cas qui permettent là aussi de sauver de la malnutrition des centaines de milliers d'enfants. Donc ces mécaniques, elles sont importantes, elles sont plus longues à construire, c'est plus difficile parce que quand on doit convaincre plusieurs parties prenantes, mais en tout cas c'est une des solutions. Et puis moi, en tant que directrice de l'UNICEF en France, donc qui est un comité national, bien sûr, je ne salue jamais assez la générosité des donateurs particuliers, des entreprises sur le territoire français qui nous soutiennent au quotidien, grâce aussi, et ça on ne le dit jamais assez, à des incitations fiscales qui doivent se poursuivre parce qu'elles nous permettent de décupler cette générosité partout en France et en Europe. Voilà. Alors, Kofi Annan disait, si l'ONU ne peut ouvrir à l'humanité les portes du paradis, elle peut agir, elle doit agir pour la sauver de l'enfer. Le dernier rapport sur les tendances mondiales du Haut Commissariat des réfugiés indique 123 millions de personnes jetées à même sur les routes de l'exil. Aujourd'hui, comment le HCR, à l'heure de ce 80e anniversaire, agit ?
Oui, merci. Bonsoir, merci de cette opportunité. Merci d'être ici. Oui, ce n'est pas les paradis et je voudrais commencer par l'ampleur des déplacements forcés. Ce qui va un peu contre ce que je dis toujours, qu'il faut commencer par les personnes, par les enfants. On a parlé, par les femmes, les filles, les individus. Les réfugiés sont vraiment des personnes qui cherchent la sécurité et qu'on doit rencontrer individuellement. Mais 123 millions, c'est quand même beaucoup. Et c'est important de rappeler les chiffres et être précis parce que quand on parle de l'asile et de la migration, souvent il y a des fake news, de la manipulation. Donc il faut être, je pense, objectif quand on parle des personnes qui fuient à cause de la guerre, à cause des violations des droits de l'homme, à cause de la persécution. Donc on a 73 millions de déplacés de force à l'intérieur de leur pays, 43 millions de réfugiés, 8 millions de demandeurs d'asile à l'intérieur de ce chiffre, 123 millions. Pourquoi une augmentation? Parce que ça représente le double qu'il y a 10 ans. Parce qu'il y a une multiplication de conflits. Ils sont sous nos yeux, Gaza, l'Ukraine, le Soudan. Le conflit augmente, les réfugiés donc ne peuvent pas rentrer chez eux, c'est la chose qu'ils voudraient faire parce que nos enquêtes le démontrent. Le premier souhait des réfugiés, c'est de rentrer à la maison. Mais au contraire, il y a de nouveaux déplacements. Donc c'est très grave la situation de l'augmentation des besoins humanitaires et la paix serait la solution, la paix durable. Le retour, des fois, peut être aussi quelque chose, un élément qui peut contribuer à la construction de la paix. Par exemple, on voit maintenant, par rapport à la République démocratique du Congo, le Rwanda dans les Grands Lacs, on parle beaucoup du retour des déplacés et des réfugiés, et le HCR s'en occupe. Donc on espère que ça pourrait contribuer à la stabilisation dans cette région pour arriver à la paix. Donc la première chose, c'est d'aborder les causes profondes des conflits. En effet, si le monde était un paradis, était parfait, le HCR serait au chômage. Parce que quand nous étions créés, en 1950, on était créés pour 3 ans. Un peu comme l'UNICEF pour s'occuper des réfugiés européens après la Deuxième Guerre mondiale. Mais malheureusement, les guerres ont continué. Notre rôle est toujours indispensable. Et c'est pour ça que dans mes 30 ans au HCR, je me suis retrouvé au Moyen-Orient pour les guerres du Golfe, à Sarajevo pour les guerres du Balkan, à Mauritanie pour la situation au Sahel, etc. Donc ça continue. Malheureusement. Le mandat du HCR, c'est important de le rappeler, c'est surtout un mandat de protection. Donc, nous sommes les gardiens de la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, où il y a la définition des réfugiés, les droits des réfugiés, les obligations des États. C'est important de le rappeler aussi le principe de non-refoulement. Donc, les personnes ne peuvent pas être renvoyées où il y a une situation de menace pour leur vie, pour leur liberté. C'est toujours plus important, je dirais, de le rappeler dans le contexte actuel où vous voyez, il y a beaucoup de menaces à l'asile, il y a la volonté de construire des murs, il y a des initiatives d'externalisation. Donc la protection est clé, surtout quand les personnes arrivent de façon massive. C'est l'exemple de l'Ukraine, par exemple, quand en 2022, les personnes sont arrivées, des millions de personnes en quelques semaines. Et là, l'Union européenne, c'était la présidence française, a pu déclencher une protection temporaire pour les réfugiés et les déplacés qui devaient fuir les conflits en Ukraine. Donc c'est toujours important. On va parler, je suis sûr, de l'Ukraine. Après, il y a toujours des besoins humanitaires, les 12 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire, surtout dans les zones de front, sous les fronts, et les déplacés à l'intérieur de l'Ukraine. Donc, je salue l'ambassadeur de France en Ukraine et aussi l'attention de la France aux aspects humanitaires de cette crise qui est très important. Il y a malheureusement des crises beaucoup moins visibles. Par exemple,
le Soudan, il y a 12 millions de personnes déplacées depuis dans le conflit actuel. Donc, c'est impressionnant. 4 millions sont déplacés dans les pays voisins, qui sont des pays très fragiles, comme le Tchad, le Sud-Soudan. Je parlais il y a quelques jours avec une collègue qui rentrait du Tchad et qui était vraiment horrifiée par la situation à la frontière entre le Soudan et le Tchad, avec beaucoup de réfugiés vulnérables, beaucoup de femmes victimes de violences qui sont bloquées à la frontière et on n'arrive pas à les assister comme on voudrait pour le manque de moyens dont on souffre dans ces moments. Donc, je pense que c'est très important un dernier chiffre peut-être sur où sont les réfugiés. Vous avez compris, seulement 40% plus ou moins des déplacés de force arrivent à franchir la frontière, les réfugiés. Et parmi les réfugiés, plus ou moins 73% sont dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, donc qui ont besoin de soutien. Alors précisément, dans ce contexte, comment le HCR agit et surtout auprès de qui? Comment s'organise l'agence? Oui, vous l'avez compris. Donc, c'est une agence qui a comme objectif premier la protection. Protection, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose de très concret. Donc, sauver la vie des personnes, s'assurer qu'ils ont des documents, donner un soutien psychologique. Donc, c'est ça vraiment la protection. S'occuper de la réponse humanitaire avec l'aide des États comme la France et d'autres. Mais aussi, c'est important de le préciser, si on explique ce qu'on fait et avec qui on le fait, c'est un peu s'occuper des solutions durables, trouver des solutions. Je voudrais vous parler des 3 solutions durables sur lesquelles le HCR travaille: l'inclusion socio-économique, le retour volontaire et les voies légales. Je vous donne quelques exemples rapidement. Parce que je pense que c'est important. Donc, l'inclusion socio-économique. Ce qui est crucial, c'est vraiment d'aider les pays de premier asile, vous avez compris, qui accueillent la majorité des réfugiés parce qu'ils sont tout près des situations de crise, à développer des politiques d'inclusion. Inclusion, ça veut dire accès à la santé, accès à l'éducation, accès à l'emploi, parce que c'est ça qu'ils veulent les réfugiés, aller à l'école, avoir un logement, travailler, donc vivre avec la communauté haute. Donc c'est vraiment la première chose. Et avant de travailler en France, je travaillais en Turquie. Il y avait 4 millions, il y a encore beaucoup, mais 4 millions de réfugiés syriens, imaginez. Donc seulement avec des politiques inclusives, on peut répondre à ce genre de nombre de personnes de façon durable, parce que les réfugiés, par exemple en Turquie, ne sont pas pour la plupart dans les camps, sont dans un milieu urbain. Donc, si on parle d'inclusion, on parle aussi d'acteurs qui sont les acteurs du développement. Donc, à la question avec qui on travaille de plus en plus avec les acteurs du développement, les acteurs du secteur privé sur ces sujets socio-économiques qui sont importants aussi dans le contexte du retour. Je passe à la deuxième solution. Par exemple, maintenant, vous suivez la situation en Syrie. Là, il y a une vraie opportunité par rapport au retour en Syrie. Parce que déjà 850 000 personnes sont rentrées en Syrie dans les derniers mois des pays voisins, mais il y a beaucoup à faire au niveau de la reconstruction des infrastructures, du niveau socio-économique, de la culture. Peut-être on va en parler pour permettre que le retour soit durable. Je vous fais un autre exemple de retour qui est difficile. Par exemple, en Afghanistan, le retour, il faut le préparer. Et là, les communautés ont mal à faire face au retour de 2,5 millions de personnes dans les derniers mois des pays voisins, un retour qui est souvent, qui s'est passé de façon contrainte. Et donc, c'est difficile, imaginez, dans un pays comme l'Afghanistan, qui a déjà une situation humanitaire très compliquée, faire face à des millions de personnes qui
qui rentrent. Et en plus, l'Afghanistan, vous avez vu récemment, a été frappé par un tremblement de terre. Donc le HCR, sur le terrain, s'occupe des déplacés plus vulnérables à l'intérieur de l'Afghanistan et s'est mobilisé aussi pour le tremblement de terre. Ça montre, il n'y a pas le temps d'en parler, mais aussi que les pays qui sont fragiles, où il y a de la guerre ou une situation humanitaire compliquée, sont souvent plus vulnérables aussi aux catastrophes naturelles et au changement climatique. Donc les déplacés sont surexposés à ce genre de problèmes. La dernière solution est les voies légales, surtout la réinstallation. Donc l'aide à travers le transfert des réfugiés d'un pays de premier asile vers un pays de réinstallation. La France le fait, par exemple, pour les réfugiés syriens qui sont au Liban, en Turquie, pour les réfugiés qui sont sur la route de la Méditerranée centrale. C'est clé de cibler les personnes plus vulnérables. C'est une expression de coopération, de solidarité avec les pays qui sont touchés par l'arrivée de beaucoup de réfugiés. Donc, c'est très important aussi parce que ça crée des alternatives aux traversées très dangereuses du désert de la Méditerranée. On ne parle pas assez, mais il y a eu déjà 1000 morts cette année en Méditerranée. Imaginez, et il y a beaucoup de lacunes dans les systèmes de secours en mer. Et il y a des acteurs comme, par exemple, SOS Méditerranée, qui font un travail exceptionnel pour sauver des vies, parce que les capacités ne sont pas suffisantes pour secourir les personnes. Donc, c'est important de donner des alternatives pour arriver de façon organisée et sûre à la protection. D'ailleurs, le problème de flux mixtes des réfugiés et des migrants sont très compliqués. Donc, méfiez-vous des personnes qui vous donnent des solutions très simples, comme construire des murs, renvoyer tout le monde, etc. Ça ne marche pas. Il faut agir le plus tôt possible. Il faut agir pour aider les réfugiés dès qu'ils ont traversé la frontière. On l'appelle, un mot en anglais, si vous me permettez, le route-based approach. C'est une approche basée sur les itinéraires, c'est-à-dire avec la réponse humanitaire, avec l'inclusion, avec les voies légales, il faut aider les personnes dès qu'elles arrivent dans le premier pays d'asile sans attendre qu'elles risquent la vie plusieurs fois pour arriver à la protection. Je termine parce qu'on parle de coopération et de partage des responsabilités, aussi peut-être pour faire la transition graduellement vers Niels après. Nous avons un cadre de collaboration qui est un complément de la Convention de Genève, c'est le Pacte mondial sur les réfugiés, 2018. Et c'est très, très important parce que il demande l'engagement de toute la société. Et donc, nous, on travaille avec les États, avec la société civile, les associations, naturellement, mais aussi avec les secteurs privés. Pardon. Ça arrive. Les étudiants, et donc merci d'ailleurs à la Sorbonne Nouvelle de nous accueillir, et les citoyens ordinaires, comme disait dans l'introduction. Donc tout le monde peut contribuer à une réponse aux réfugiés. Et la France a pris un engagement multipartite très important pour les femmes et les filles réfugiées dans le contexte du dernier Forum mondial sur les réfugiés qui était basé sur ce pacte mondial sur les réfugiés. Donc, travailler tous ensemble, c'est ça la clé pour les réfugiés. C'est la responsabilité des États, mais tout le monde, même le monde académique et même les réfugiés participent aux efforts pour trouver des solutions. Et donc, vous, les plus jeunes aussi, vous pouvez faire beaucoup. Et peut-être il y a des réfugiés parmi vous pour les réfugiés. Donc voilà, pour conclure, c'est pas facile d'être optimiste dans ce moment. C'est pas facile parce que voilà, il y a une grosse augmentation des besoins et une réduction au même temps des financements. Donc on a plus ou moins les mêmes financements, nous, HCR, les mêmes ressources qu'il y a 10 ans quand le nombre de déplacés a doublé. Donc imaginez la difficulté. Nous, on est les humanitaires, donc on peut seulement faire face aux conséquences des conflits, mais vraiment, il y a un chemin, il y a un chemin, mais le chemin qu'on devrait avoir et dans lequel il faut tous espérer, c'est vraiment le chemin de la paix.
Alors, on voit la démonstration du travail juridique, normatif de l'ensemble des Nations Unies depuis 80 ans. On est passé de la question des droits des enfants, les différentes conventions qui sont relatives, y compris dans les groupes spécialisés au sein des Nations Unies, la question de la Convention de Genève ici 1951, et y compris dans l'innovation encore plus récente de développement juridique avec le pacte pour les réfugiés en effet. L'UNESCO a son siège d'organisation donc à Paris, assez inédite depuis l'origine. L'UNESCO a pour but, on le retient en tout cas de façon générale, de diffuser la paix dans l'esprit des hommes par les sciences, la culture, l'éducation. Et précisément, il ne faut pas le sous-estimer, l'UNESCO est confronté à des défis et y répond par également une activité en termes de conventions et de conventions visant à protéger la culture, le patrimoine, les sciences et l'éducation. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je rebondis sur ce que disait Anne à l'instant. Il y a deux grandes conventions internationales, deux instruments juridiques. Les deux conventions internationales les plus ratifiées dans le monde, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant et la Convention internationale sur le patrimoine mondial. Donc c'est déjà un signe. Il y a 196 États qui ont ratifié ces deux instruments. C'est un signe aussi de la double importance de l'importance de l'enfant et l'importance de la culture, en effet, qui n'est pas anecdotique. Vous l'avez dit, l'UNESCO, c'est l'agence des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture. C'est une agence qui sert les États qui souhaitent travailler ensemble, et c'est important de le souligner, à le faire dans les domaines de l'éducation, des sciences et de la culture. Ce serait déjà très utile et important en soi. Pour le comprendre, il faut aussi voir sur quel diagnostic cette organisation s'appuie. C'est un diagnostic extrêmement lucide, extrêmement clair sur les origines de la guerre et les conditions de possibilité de la paix et de la sécurité. Il est dit très clairement, dès 1945, que les accords politiques, économiques ne sont pas suffisants pour construire une paix durable. Pas la peine d'aller chercher à qui fera le meilleur deal, c'est important, mais ça ne sera pas suffisant. Donc il faut construire la paix sur des fondations extrêmement solides, comme vous l'avez dit également, sur l'entente mutuelle entre les peuples et sur la solidarité intellectuelle, culturelle, éducative, la liberté de la presse entre les peuples. Et c'est pour cela que depuis 80 années, l'UNESCO a construit un maillage extrêmement puissant. Sites du patrimoine mondial que vous connaissez sûrement, des géoparcs, des biosphères, des villes créatives. On a environ 2000 sites de l'UNESCO dans le monde. Tous les pays ont un site de l'UNESCO. Ça représente 10 millions de kilomètres carrés à travers le monde. C'est énormément puissant comme outil de coopération, comme outil d'entente, comme outil de coopération mutuelle. Sans l'UNESCO, il n'y a pas de système mondial d'alerte au tsunami coordonné. Sans l'UNESCO, il n'y a pas d'histoire générale de l'Afrique, un projet éditorial qui a mis plus de 20 ans pour que l'Afrique soit, et que l'histoire de l'Afrique soit rédigée par justement les historiens africains et pas seulement par les colons. On estimait qu'au milieu des années 80, il y avait environ une quinzaine d'États dans le monde qui avaient un vrai appareil juridique de protection de la liberté de la presse et de libre information. Aujourd'hui, il y en a 140. Ça, c'est pas tombé du ciel. Ça, c'est, comme vous l'avez dit, également le fruit de l'ONU, le fruit de la diplomatie, le fruit du travail. Toutes ces lois, toutes ces règles, tous ces codes qui enserrent les États et les peuples dans des relations mutuelles réciproques de plus en plus denses, aident évidemment à construire la paix. Alors évidemment, au terme de 80 ans, il y a des évolutions. Un des programmes emblématiques de l'UNESCO, c'est souvent, dont les gens se souviennent le plus, c'est le déplacement, bloc par bloc, des grands temples d'Abou Simbel dans les années 60, qui a donné ensuite la naissance à la Convention du patrimoine mondial, qui est un défi d'ingénierie architecturale absolument colossal. Ces grandes campagnes de reconstruction, de sauvegarde culturelle ont considérablement évolué au cours des décennies. On vient de célébrer cette semaine la réouverture de la grande mosquée Al-Nouri à Mossoul. La mosquée Al-Nouri, c'est là où al-Baghdadi de Daesh avait déclaré le grand califat et l'État islamique. Une ville qui a été complètement rasée, la vieille ville de Mossoul a été complètement détruite par la guerre.
Mais au lieu de faire simplement un défi architectural en disant on va reconstruire des pieds, on va reconstruire un bâtiment, la manière dont l'UNESCO, avec l'ensemble de ses partenaires, parce que pour Mossoul, on travaille avec le HCR, on travaille avec l'ensemble des agences de l'ONU, on a dit ben non, on va reconstruire bien sûr les monuments emblématiques, considérablement important de reconstruire les piliers de l'identité, les piliers de la culture. Il n'y a pas de société stable, il n'y a pas de société durable et cohérente sans justement ces piliers de la culture. Donc on a reconstruit le minaret Al-Adba, qui est un minaret penché, très célèbre, qui est un peu la tour Eiffel de l'Irak, la mosquée Al-Nouri, les églises sur place, plus de 130 maisons historiques. Évidemment, on a ouvert 7000 emplois auprès de la population locale, évidemment les écoles, etc. Et donc, on voit bien à quel point l'intervention de l'ONU, là en l'occurrence de l'UNESCO, mais l'intervention de l'ONU s'est considérablement complexifiée et sophistiquée, entre guillemets, au fil du temps, pour intégrer toujours des dimensions beaucoup plus, dans les jargons, on appelle ça holistique, mais personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. C'est global, c'est complet, c'est qui intègre l'ensemble des communautés. Et pareil en Ukraine, je termine là-dessus. Vous avez parlé des réfugiés, des déplacés. Les premiers besoins, immédiatement après se loger, se nourrir, tout de suite, c'est l'éducation, c'est la culture. On l'a vu lorsque les réfugiés ont quitté la Syrie. Ils ont pris avec eux les traditions, la poésie, les traditions locales, la musique. Je me souviens de conférences culturelles à l'ONU où on avait des praticiens de musique traditionnelle syrienne, à quel point c'était important pour garder ce fil. En Ukraine, l'UNESCO a distribué avec Google, par exemple, 60 000 Chromebooks. Parce qu'évidemment, les déplacés, ils ont besoin, et les professeurs, d'accéder à l'éducation, d'accéder à l'enseignement, au professorat, et ça aide à maintenir la continuité du système éducatif. Et dans tous les théâtres d'opération, toujours la culture, l'éducation sont un élément clé. Alors, n'avez-vous pas le sentiment que, justement, si on faisait une comparaison entre les missions qui pourraient être considérées comme vitales d'UNICEF, HCR, celles de l'UNESCO, par exemple la culture, l'éducation, la presse, seraient un petit peu plus de second rang, moins vitales? Vous êtes taquin. Alors, bon, d'abord, il y a une évidence, la vie humaine d'abord. Donc, bien sûr, ce qui compte d'abord, c'est la vie humaine. Je vous retournerai votre question, la complexifiant un tout petit peu, si vous me le permettez. D'abord, il faut en revenir au diagnostic de l'UNESCO, disant, oui, il faut s'occuper de la vie humaine, il faut s'occuper de stabiliser. Mais si on fait que ça ne va pas durer très longtemps. Ça va recommencer. Et donc, si c'est pour renvoyer un hélicoptère, renvoyer des sacs de riz, renvoyer des tentes à l'autre bout du monde, on va courir. Donc non, la culture, l'éducation, c'est extrêmement important. Et l'UNESCO a été construit, l'ensemble du système des Nations Unies a été construit en réponse directe à une gigantesque entreprise de mort, le système nazi, qui avait mis et qui avait asservi la culture, l'éducation, les écoles, les scientifiques, l'ensemble du système culturel au service d'une entreprise raciste et antisémite. Et donc forcément, l'ONU répond à ça en disant mais ça c'est urgent aussi. Il faut utiliser l'éducation, il faut utiliser la culture, il faut utiliser les journalistes, la presse, pour le respect, pour la paix. Le deuxième sujet, c'est qu'en effet, on l'a vu à Tombouctou, on l'a vu à Mossoul, je viens d'en parler, les extrémistes, les autocrates, ils ne considèrent pas que la culture, c'est anecdotique. À Boko Haram, à Tombouctou, la première mesure, c'était la réquisition de la radio pour diffuser des messages de propagande dans les rues de Tombouctou. Ils ont arasé les mausolées de Tombouctou au niveau en disant tout ça c'est pas conforme aux préceptes de l'islam, etc., etc. Al-Baghdadi, Daesh, vous avez suivi comme moi, peut-être qu'il y a des jeunes vraiment dans la salle, donc ceux qui se souviennent vraiment de l'actualité de la guerre en Syrie et en Irak. Moi, j'étais à l'époque au cabinet de la directrice générale de l'UNESCO, on faisait des statements ou des déclarations pour condamner des destructions. Quasiment tous les vendredis, il y avait une atteinte à un bâtiment ou que sais-je. Et aujourd'hui en Ukraine, on le voit que c'est la population elle-même
qui a mis des sacs de sable avec des associations ukrainiennes, qui a mis des sacs de sable pour sécuriser les musées, pour sécuriser les statues. Il y a eu, l'UNESCO vient de soutenir un documentaire qui est passé récemment sur Public Sénat, justement sur ce sujet, la population extrêmement vigilante à préserver le tissu éducatif, à préserver le tissu culturel, parce qu'elle sait que c'est la condition de la cohésion sociale. Ici, dans un tout autre contexte, quand Notre-Dame a brûlé, on n'a pas entendu oui, bon, c'est pas urgent, on verra plus tard, c'est pas très grave. Il y a une mobilisation nationale considérable, des énormes fonds qui ont été investis, parce qu'on sait, je vais faire excusez ma trivialité, on sait dans les pays, entre guillemets, riches, on sait que la culture, c'est pas un luxe, on sait que c'est pas un loisir, on sait que c'est clé. Alors pourquoi en Ukraine, sous prétexte que c'est la guerre, pourquoi en Irak, pourquoi au Soudan, pourquoi au Yémen? Pourquoi on laisserait piller les musées? Pourquoi on dirait non, mais il y a plus urgent à faire? Alors évidemment, on ne peut pas choisir entre ses enfants, entre sa mère et son père. Il faut une vie, il faut aussi une vie digne. Et donc, on essaye de se débrouiller. Je crois aussi en ce que vous avez dit et ce que Didier Lebret a dit. Il y a un chemin. Pas facile, mais il y en a un. Alors, on parlait d'optimisme. Je citais Kofi Annan. Il y a tout juste, sauf erreur de ma part, 25 ans, Kofi Annan, au sommet de Davos, lançait l'initiative spéciale du pacte, du Global Compact, pacte mondial des Nations Unies. Et il se trouve que l'une des originalités de ce pacte, avec ses 10 principes, dont le dernier depuis 2004 lié à la lutte contre la corruption, l'anticorruption, fait preuve d'innovation, l'idée étant de donner un visage humain initialement au marché, au business. Comment, Niels, pensez-vous aujourd'hui, à l'aune des 80 ans, la prochaine ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies, l'activité du pacte mondial? Merci, et merci à Didier Lebret, parce qu'on vient de voir avec les différentes interventions, c'est effectivement le pacte mondial est quand même assez singulier dans le système des Nations unies, et puis il existe d'autres pactes qui ont émergé depuis, le pacte sur la migration, le pacte sur le numérique, qui sont des cadres, là où le pacte est une initiative spéciale à l'origine de Kofi Annan, mais qui a perduré au secrétaire général avec une autre singularité, c'est que le pacte mondial est présidé par le secrétaire général lui-même, et il participe lui-même au conseil d'administration, avec une implication très forte du secteur privé au sein même. Alors, 2 dimensions sur le pacte. La première, c'est donc l'intuition, comme vous l'avez dit, de Kofi Annan, de dire finalement, si nous voulons atteindre un certain nombre de principes des Nations Unies, il faut évidemment s'appuyer sur la puissance publique ou sur le système des Nations Unies, c'est indispensable. Les exemples sont illustratifs, mais sans secteur privé, on ne pourrait pas y arriver, sachant que dans certains pays, le poids du secteur privé dans le PIB est de 70 jusqu'à 90%. Donc si le secteur privé n'intervient pas, et évidemment il y a 25 ans, on parle plutôt de multinationales occidentales, n'intervient pas pour faire respecter un certain nombre de textes fondamentaux des Nations Unies, le développement dont il est question ici, en faveur de droits humains, on parle donc de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des normes internationales du travail, de l'OIT, de la protection de l'environnement, Rio 92 ou de l'anticorruption, resteront des textes pieux si l'entreprise en tant que telle ne l'applique pas sur les territoires dans lesquels elle est, à la fois évidemment en Occident, mais dans les pays en voie de développement. C'est important aujourd'hui, en moins de 5 ans, c'est 25 000 entreprises, donc on a doublé le nombre d'entreprises dans le monde entier, 25 000 entreprises dans le monde entier qui sont engagées dans le pacte mondial, plus de 2300 en France, 62 réseaux nationaux aussi qui parsèment le monde. Et c'est important, ça a été dit, effectivement, souvent l'entreprise est appelée comme un contributeur et tout à fait légitimement des agences ou des organisations, et c'est important par leur politique de dons, de mécénat, de fondation ou autre, mais l'entreprise, elle est également acteur des territoires sur lesquels elle est, et c'est vraiment important qu'elle l'applique. L'intuition de Kofi Annan, et on a parlé de sophistication, j'aime bien ce mot-là, c'est de se dire, finalement, dans les années 2000, on doit intégrer la société civile dans son acceptation la plus large, hein, donc l'entreprise fait partie de la société civile, et donc on doit intégrer au système des Nations Unies le secteur privé. Alors c'est vrai qu'en 2000, le monde était sans doute un peu plus stable ou joyeux qu'aujourd'hui. On parlait de mondialisation heureuse avec toutes les nuances que ça dit, puisqu'on se souvient de 99 de Seattle. Je pense que la version était un peu différente, mais on voit bien cette dualité de se dire que finalement, entre cette remise en cause de la mondialisation qui laisse un certain nombre d'acteurs et de citoyens de côté et le rôle de l'entreprise, si on va jusqu'en 2008, la crise financière, l'entreprise, elle a un rôle à jouer, elle ne peut pas se contenter de regarder, si je peux me permettre, le train passer.
Et donc cette initiative, elle est importante, elle est d'autant plus importante qu'elle est lancée en France par Jacques Chirac et Kofi Annan eux-mêmes en 2003, donc ça prouve aussi l'importance accordée par le pouvoir public en France. Et on est vraiment dans une organisation multi-acteurs, même si la cible est le secteur privé évidemment, d'associer et la puissance publique et les acteurs de la société civile, donc type association ONG, à travailler ensemble sur ces différents textes, vous les avez cités. Je ne vais pas les reciter, mais moi j'aime bien dire que c'est aussi une traduction en texte, en langage business de ce que sont les Nations Unies pour que l'entreprise puisse aussi l'appliquer, y compris évidemment dans l'entreprise auprès de ses salariés, auprès de ses parties prenantes, mais aussi auprès de ses fournisseurs. Et je donnerai un exemple juste après. Un petit exemple sur la façon dont ça fonctionne, parce qu'évidemment ça peut paraître pour le coup un peu métaphysique. C'est un engagement volontaire de l'entreprise qui est pris auprès du secrétaire général des Nations Unies de respecter donc ces 10 principes. Vous allez m'objecter, c'est donc de la communication. Alors on parle de blue washing quand on s'attribue le drapeau des Nations Unies, pas du tout, puisque chaque année l'entreprise rend compte publiquement des engagements qu'elle a pris auprès de ses parties prenantes, et tout un chacun peut aller voir ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait, et donc émettre des opinions, quand bien même le pacte mondial est ni une norme ni un label. Et je pense que c'est vraiment ce mécanisme-là très puissant qui pose aussi les fondements. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est évident de ce qu'on appelle l'ESG ou la RSE. Il y a 20 ans, ce n'était pas une évidence, sachant en particulier, et vous l'avez très bien dit les uns et les autres, les contextes économiques sont différents, la géopolitique intervient, et donc l'entreprise aujourd'hui, elle a aussi besoin de savoir dans quel cadre elle intervient, parce que forcément, on voit que ces tensions économiques et géopolitiques font qu'en fonction du secteur où on est, tout le monde ne pratique pas les mêmes normes, on n'a pas la même vision du droit international, et c'est important pour l'entreprise de le mettre en œuvre. Donc notre rôle, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est d'accompagner, mais on a peu parlé aussi des objectifs de développement durable, et j'en dirai un mot à cet instant. C'est vrai que pendant très longtemps, l'entreprise appliquait les normes et les lois, et ça c'est normal, hein, c'est ce qu'on appelle la compliance, et chacun est censé appliquer la loi, mais on parle d'un engagement volontaire qui va plus loin. Encore une fois, dans les pays plutôt en voie de développement, on peut le faire en France, mais on est quand même, ou en Europe, assez élevé quand même, c'est un certain nombre de fondamentaux. Et donc, c'est intéressant puisque les objectifs de développement durable permettent aussi à l'entreprise de faire de la politique, dans le sens que quand on traite des enfants, de la pauvreté, de la santé des femmes, bien souvent pour l'entreprise, c'était une responsabilité de la puissance publique et l'entreprise ne se sentait pas forcément légitime en dehors des dons, des fondations qu'elle pouvait avoir en son sein. Et l'entreprise devient légitime en respectant la liberté d'association, les syndicats, etc. Et donc ça permet à l'entreprise d'avoir une légitimité en tant qu'acteur sur l'ensemble des territoires sur lesquels elle intervient. Et ça, c'est aussi, je pense, une vraie nouveauté aussi du système des Nations Unies, de faire en sorte que le secteur privé soit pleinement associé aux enjeux du monde, parce que sans le secteur privé, on n'y arrivera pas, évidemment, mettre en œuvre l'ensemble de ces textes. Je ne vais pas égrener des chiffres, je pense que ce n'est pas l'objet, mais je vous donne une anecdote. Le vice-président aux côtés de Kofi Annan a été pendant 6 ans Paul Polman, qui a été le président d'Unilever. Donc vous voyez, Unilever, on va faire simple, les bouteilles de shampoing. Qui a été un président très engagé dans son entreprise américaine. Quand il a commencé son mandat de vice-président, ce qu'il nous dit, c'est que la première fois qu'il entrait dans une salle à côté des ministres, les ministres lui disaient « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es le problème à tous nos maux. Donc voilà, merci de te mettre au bout de la table. » 6 ans après, on lui a dit « Mais merci parce que l'entreprise apporte des réponses à un certain nombre d'enjeux. » Et j'en veux un exemple avec le salaire décent, le living wage, qui est un des éléments portés par le pacte mondial, par l'OIT et par des acteurs associatifs, de dépasser la notion de salaire minimum. Ça, c'est un salaire réglementaire. Si vous regardez en particulier en Asie ou en Amérique latine, le salaire minimum, bien souvent, comme son nom l'indique, est un salaire de survivance qui permet effectivement à tout un chacun de vivre sans doute pas très dignement, là où le salaire décent, qui est évidemment par rapport à nos standards à nous plus bas, mais plus élevé, permet à une famille, donc un salarié, mais à sa famille, donc son conjoint, sa conjointe et 2 enfants, de vivre dignement par rapport aux standards du pays. Et ça, je pense, c'est une très belle aussi innovation dont on parlait à l'instant, de la capacité à la fois des Nations Unies et de son écosystème associatif de porter des sujets de fond pour permettre à tout un chacun de vivre mieux et pour reprendre les objectifs de développement durable, de permettre à chacun d'éviter que chacun soit laissé de côté. Et c'est un rôle de l'entreprise qui, je pense, éminemment noble et important. Et notre mission à nous, c'est de faire en sorte que l'entreprise soit en capacité de transformer son modèle d'affaires en tenant compte des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux et économiques, mais évidemment de placer l'humain au cœur. Et pour terminer sur l'Ukraine, alors effectivement, notre mission n'est pas de financer des actions.
Pour autant, en 2022, notre réseau avec d'autres entreprises a pris la décision de soutenir une initiative portée par nos collègues ukrainiens qui ont vu leur mission un peu changer, puisque le pacte mondial en Ukraine accompagne les entreprises à survivre, hein, tout simplement. Mais on a versé un don à nos collègues pour accompagner leurs collaborateurs, enfin, les entreprises pardon, sur les sujets de santé mentale. Donc ça montre aussi ses capacités de coopération. Alors, on pourra effectivement en reparler peut-être tout à l'heure à propos précisément des entreprises françaises qui sont en Ukraine. Toutefois, sur la question de la coopération et notamment du rôle du financement par le secteur privé de la coopération, vous avez participé en juillet dernier à la conférence internationale sur le financement qui s'est déroulée à Séville. Qu'est-ce que vous en retenez ? Alors, il y a eu Séville, mais il y a eu aussi en amont Nice sur un autre sujet, mais qui a aussi valorisé le rôle de l'entreprise. On en retient qu'aujourd'hui, alors on va être positif, 30% des cibles sont plutôt positivement en atteinte. Si on regarde la réalité, on est plutôt à 17% des ODD. Il manque entre 3 500 et 4 000 milliards de dollars par an pour atteindre la mise en œuvre des ODD d'ici 2030, donc c'est demain. Bien sûr, la puissance publique est importante, vous l'avez tous dit. L'argent public devient un petit peu quand même compliqué aujourd'hui à collecter. Et donc, sans l'intervention du secteur privé, au-delà des financements, je dirais, philanthropiques, mais en engagement d'investissement à la fois dans le social, dans l'humain, dans les capacités humaines, mais aussi dans les infrastructures, le monde ne pourra pas atteindre ces objectifs-là. Et donc, le message de la conférence de Séville, c'est vraiment de donner toute sa place, encore une fois, vraiment comme acteur du financement à part entière. Et ce sera également un message sur l'accord de Paris. On sera présent à l'Assemblée générale des Nations unies le 22 avec à la fois des collègues brésiliens et espagnols, puisque le Brésil accueille la COP30 à Belém, pour aussi bien rappeler que, bien évidemment, en termes de régulation, de cadre, la puissance publique est tout à fait indispensable. Et en Europe, entre évidemment ce que fait la France et l'Union européenne, on voit bien que sans ces acteurs-là, on aurait du mal à décarboner, mais que sans l'intervention pleine et entière, engagée et consentante, qui n'est pas simplement en réponse à la réglementation pour l'accord de Paris, la décarbonation serait extrêmement compliquée. Et donc, c'est aussi les messages que l'on veut porter, que le secteur privé est un acteur volontaire de la décarbonation. On peut entendre des critiques tout à fait légitimes aujourd'hui dans le cadre du backlash. Vous avez entendu le backlash RSE, ce qu'on appelle le retour de bâton en français, ou ce qu'on pourrait qualifier d'un retour de balancier entre, très vulgairement, les woke et les anti-woke pour savoir où il faut mettre la balance, et je ne ferai pas ce débat-là. Voilà, c'est toujours une question d'équilibre, mais en tout cas, les entreprises qui sont engagées le sont, et que ce soit les ODD, l'accord de Paris ou Séville, montrent que le secteur privé est un acteur tout à fait légitime. Ce n'est pas tellement évident en France, c'est facile, on aime bien en France souvent taper, et je ne parle pas des polémiques sur les taxes, c'est un autre sujet, mais une entreprise, c'est d'abord un corps social, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent, et ce n'est pas simplement un patron. En France, 150 000 PME, c'est des acteurs du territoire qui contribuent à l'aménagement du territoire. Ce sont des hommes et des femmes qui contribuent à leur territoire en France, mais dans le monde entier, dans tous les pays que vous avez cités. L'entrepreneuriat au sens large est un facteur d'émancipation, est un facteur de liberté et est un facteur économique pour permettre à tout un chacun de vivre dignement. Et donc, c'est vraiment le message du pacte mondial. Un des éléments particuliers de cette table ronde est évidemment de pouvoir bénéficier, profiter de la présence de l'ambassadeur Gaël Vessière, ambassadeur de France en Ukraine, à Kiev. Merci à monsieur l'ambassadeur de votre présence ici à Paris. Et évidemment, merci aussi à l'ensemble des diplomates, équipes du ministère qui travaillent à vos côtés, au péril de leur vie, dans cette situation de guerre barbare. Aujourd'hui, 80 ans des Nations Unies pourrait faire penser à une des récentes déclarations du représentant de l'Ukraine au Conseil de sécurité indiquant que UN is sick, les Nations Unies sont malades et elles risquent d'être contaminées par, disait-il, le virus russe. Merci beaucoup. Avant d'en venir à la référence à cette citation que vous venez de faire du représentant permanent ukrainien aux Nations Unies, peut-être d'abord un mot pour dire que moi je suis ambassadeur de France en Ukraine et donc au quotidien on a beaucoup d'actions de coopération avec les agences des Nations Unies parce qu'il y a tout le système des Nations Unies donc, qui est représenté ici mais qui est plus large en réalité avec aussi le programme alimentaire mondial, l'Organisation des migrations internationales, etc.
Et on essaye de travailler avec tout le monde. Alors, la première chose à dire, c'est d'abord que globalement, ça se passe très bien. C'est que les Nations Unies font un boulot formidable. Je suis heureux de le dire ici. Les Nations Unies font un boulot formidable en Ukraine. D'abord, elles étaient déjà là avant, parce qu'en fait, elles étaient déjà là depuis 2014. En fait, en réalité, à cause de l'invasion russe de la Crimée et d'une partie du Donbass, et puis les réfugiés qu'il y a eu à ce moment-là. Et puis, naturellement, elles se sont mises à l'échelle et elles ont beaucoup augmenté après février 2022. Donc, elles étaient déjà là. C'est un système assez complexe quand on ne connaît pas bien, et peut-être même quand on connaît bien, mais qui fonctionne assez efficacement parce qu'il y a un coordonnateur résident, dont comme son nom l'indique, le travail, c'est de coordonner l'ensemble des activités des agences des Nations Unies, ce qui n'est pas vraiment un chef, mais plutôt précisément celui qui s'assure que la balle circule, et qui est un peu du coup le visage des Nations Unies en Ukraine. Et au fond, ça marche bien parce que c'est assez adapté aussi. L'action des Nations Unies en Ukraine et des agences des Nations Unies en Ukraine, c'est aussi adapté à la situation du pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le choc des premiers jours, des premières semaines de la guerre, où il y avait des réfugiés ou des déplacés internes plein les routes, où c'était le chaos, etc. Là, on est passé dans une autre phase. Alors, il y a toujours des besoins humanitaires absolument de base, par exemple, tout près de la ligne de front, puisqu'il y a des gens qui refusent de partir. Donc, il y a des enfants, donc il faut s'assurer que les écoles fonctionnent comme ça peut, qu'il puisse y avoir l'alimentation scolaire, par exemple, y compris pas très loin de la ligne de front, qu'on puisse ravitailler les personnes, notamment les personnes âgées qui ne veulent pas partir. Donc ça c'est des choses très classiques, finalement, pour les Nations Unies. Et puis, il y a d'autres situations dans les grandes villes, etc., où le mode de fonctionnement est totalement différent. Donc là, il s'agit plus de gérer les déplacés internes, leur insertion là où ils sont et dans la durée. Et il s'agit aussi d'aider à la reconstruction des infrastructures critiques, énergétiques, sociales et autres. Alors, pour donner quelques exemples, parce que tout ça, j'ai conscience, ça a l'air un peu éthéré. Donc, il y a quelques... c'était en octobre dernier, voilà, quand Jean-Noël Barrot, notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, est venu pour la première fois en Ukraine. On est allé visiter avec l'UNICEF un centre à Kiev, un centre de protection des droits des enfants. Donc les Ukrainiens font ça, avec le haut commissaire, le commissaire pour le médiateur ukrainien, et puis l'UNICEF, qui est un centre où en fait ils font venir les enfants qui sont traumatisés par la guerre, et notamment les enfants qui ont été enlevés par les Russes, qui sont retrouvés du côté russe, et qui reviennent. Alors évidemment, c'est très compliqué, parce qu'une partie d'entre eux n'ont pas de parents, et donc ils sont orphelins. Et par ailleurs, il faut bien dire que le système disons les orphelinats ukrainiens est une inspiration très soviétique, donc extrêmement datée et vraiment pas du tout à la page de ce qui se fait aujourd'hui. Donc ces centres permettent à la fois un traitement évidemment médical des enfants, mais aussi une réinsertion sociale, et c'est une espèce de sas en douceur, on l'espère, qui permettent de traiter ça. Et c'est vital parce que, évidemment, un enfant maltraité par la guerre, quelles qu'en soient les raisons, c'est une bombe à retardement pour lui-même et pour les autres. Et en même temps, c'est l'espoir du pays que, justement, il puisse se remettre. Donc, on a fait ça avec Jean-Noël Barrot. Et puis, tout seul, là, c'était en mai dernier, on était toujours avec le commissaire Louvinetz à Dnipro pour ouvrir un centre comme ça. Et je dois y aller prochainement, en mois de septembre, à Kharkiv, dans l'Est. Donc ça, c'est des choses qu'on fait et que la France cofinance avec naturellement l'UNICEF. On travaille aussi, par exemple, avec l'Organisation internationale des migrations, l'Organisation des migrations internationales plutôt. Par exemple, on finance avec l'Organisation des migrations internationales à Dnipro, toujours, des logements pour les réfugiés de Mariupol. Mariupol, c'est une ville qui était assez emblématique. Elle était sur la mer Noire. Elle a été prise par les Russes, une ville ukrainienne. Et donc, la plupart des gens ont fui la ville, notamment le maire de Mariupol, et ils se sont réfugiés un peu partout sur le territoire, merci, mais notamment à Dnipro. Et la France, avec, encore une fois, l'Organisation des migrations internationales, finance des logements pour ces personnes déplacées et pour des personnes, des résidents locaux, par exemple ceux dont les habitations ont été détruites par les bombardements russes. Et évidemment, c'est un facteur d'espoir et c'est extrêmement important. On pourrait continuer comme ça assez longtemps sur les différents types d'actions que nous menons. Le système des Nations Unies, au total, en 2024, aurait dépensé, moi c'est les chiffres que j'ai, à peu près un peu moins de 940 millions de dollars. Donc c'est quand même extrêmement considérable.
Et encore une fois, globalement, ça fonctionne. Alors après, et là je voudrais vous raconter une anecdote, c'est qu'en fait, avant d'être ambassadeur, bien longtemps, être ambassadeur de France en Ukraine, j'ai eu l'honneur, quand j'étais jeune diplomate, d'être premier secrétaire à la mission permanente de la France aux Nations Unies, où j'ai eu de grands représentants permanents. Et je travaillais au Conseil de sécurité. Et on rédigeait des résolutions, on négociait des résolutions sur l'Afrique, et notamment sur les opérations de maintien de la paix, etc. Et je me souviens que dans ce cadre-là, j'avais accompagné à l'époque Jean-Maurice Ripper en Afrique pour une tournée du Conseil de sécurité, et on était allé voir des camps de déplacés internes au Darfour, et ensuite on était allé côté tchadien pour voir des camps de réfugiés. Et finalement, je m'étais fait cette réflexion un peu glaçante, parce que c'est une chose de savoir quand on lit des rapports qu'il y a tant de personnes dans un camp, qu'il se passe telle chose, etc. Puis c'est une chose d'aller sur le terrain et de se rendre compte que le bâtiment qu'on vous présente là, en fait, c'est une des plus grandes maternités du monde, parce que ce camp est tellement grand que, voilà, forcément, il y a plein de femmes qui accouchent et c'est là que ça se passe. Et que tout ça est bien encadré et très bien organisé, mais quand même dans des conditions assez rustiques. Et donc, en tant qu'être humain, ça vous saisit quand même. Et d'un seul coup, vous vous rendez compte que c'est compliqué, parce qu'en fait, à la fois, il faut être conscient de ces réalités, parce que sinon, à quoi servez-vous quand vous rédigez des résolutions au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que c'est ce que font les membres permanents, et en même temps, si vous êtes trop pris par cette émotion-là, vous n'êtes pas très efficace, en fait, en vrai, parce que votre boulot, justement, c'est de trouver la bonne distance. Donc, c'est pas simple. Et donc, j'en avais gardé ce sentiment qu'il y a ce rêve des Nations Unies, cette aspiration extraordinairement généreuse et noble. Et en même temps, il y a la réalité humaine qui fait que c'est compliqué et qu'il faut compromettre. Pour ceux qui s'intéressent au sujet, je recommande L'Homme à la colombe que Romain Gary a écrit sous pseudonyme. Et alors, où est-ce que je veux en venir ? Là où je veux en venir, c'est que l'action des Nations Unies en Ukraine, elle est formidable et en même temps, elle est compliquée. Elle est compliquée, elle se heurte à des défis, et parfois à des problèmes. Pourquoi ? D'abord, il y a un problème politique. C'est que, évidemment, là j'en viens à votre question, pardon, après un détour un peu long, mais évidemment, pour les Ukrainiens, pour les autorités ukrainiennes, les élites ukrainiennes, disons au sens large, le fait que les Nations Unies soient un système dont l'organe qui, au fond, est le plus important quand il s'agit de paix et de sécurité dans le monde, le Conseil de sécurité, et en fait, dans ce Conseil, les membres permanents jouent d'un poids énorme, et que, pas de bol, un de ces membres permanents est précisément l'ennemi de l'Ukraine, la Russie, ce qui explique d'ailleurs que le Conseil ne puisse adopter aucune mesure contre la Russie, par définition, puisque la Russie il met son veto. Et bien, du coup, il considère que ça décrédibilise le système des Nations Unies, enfin en tout cas le Conseil de sécurité et le système des Nations Unies. Alors nos amis ukrainiens, qui ne manquent ni d'audace ni d'inventivité, plaident du coup pour changer le système, pour chasser la Russie du Conseil de sécurité, etc. Toutes choses qui sont évidemment totalement impossibles, parce que pour changer le système et la charte des Nations Unies, il faut l'accord du Conseil de sécurité précisément, et donc vous voyez bien comment ça marche. Si on dézoome un peu, vous avez aussi cette tension du coup sur le travail des Nations Unies localement. Pourquoi ? Parce que les Nations Unies, elles sont neutres. Elles sont là pour venir en aide aux populations. Elles ne sont pas là pour dire à qui c'est la faute. Celui qui est là pour dire ça, de toute façon, c'est le Conseil de sécurité. Voilà. Sauf que pour la raison qu'on a vue, il a toutes les peines du monde à le dire. Et donc, du coup, ils sont c'est décalé par rapport à l'attente des Ukrainiens. C'est une attente légitime qui est de dire dites donc qui fait son bombardement, dites donc qui est responsable de ceci. Et parfois, c'est complexe. Je pense là, non pas au système des Nations Unies, mais au CICR. Ça a été très, très tendu parfois avec les autorités ukrainiennes, notamment parce qu'il y avait des bombardements. Il y a des agents du CICR qui sont morts, et le CICR a communiqué en disant il y a eu un bombardement, nos agents sont morts, sans dire que le bombardement était russe. Pour des raisons simples, c'est que le CICR ne peut pas le faire parce qu'il est neutre, et aussi parce qu'il travaille aussi dans des zones occupées par les Russes, et que, évidemment, s'il désigne la Russie du doigt, que va-t-il se passer ? Mais c'est quand même très compliqué pour nos amis ukrainiens. Peut-être deux mots avant de vous laisser reprendre la parole. Le premier, il y a d'autres défis naturellement. Alors, le premier défi, le défi politique, il est bien géré, progressivement mieux. En tout cas, il a été progressivement beaucoup mieux géré, avec beaucoup de compréhension mutuelle. Mais il reste quand même toujours quelque chose et une sensibilité ukrainienne. La visite, par exemple, du secrétaire général à Pékin et à Tianjin pour l'organisation de la coopération de Shanghai, voilà, n'est pas sans entraîner des frustrations côté ukrainienne. Et je ne parle pas de sa visite précédente à Kazan, en Russie. Il y a d'autres défis, naturellement la sécurité. Il y a des humanitaires qui sont tués, j'y faisais allusion tout à l'heure. On a des humanitaires français qui travaillaient pour une ONG suisse qui ont été tués en février 2024 par un bombardement, dont il n'y avait aucun doute, et je le dis ici, qui venait
qu'ils venaient des Russes, et il n'y avait aucun doute non plus sur l'intention. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des zones où les Russes essayent de faire partir la population locale. Et comme ces populations, dans les endroits très exposés, ne sont en fait soutenues et ravitaillées principalement par les ONG et les organisations internationales, elles deviennent donc, dans ces circonstances, des cibles. Et puis, il y a quelques jours, il y a des mineurs ou des gens qui travaillaient sur l'opération de déminage pour le Conseil danois des réfugiés qui ont aussi été tués. Donc, il y a un vrai danger, il y a un vrai problème, et les Nations Unies sont empêtrées dans ça, enfin, sont à la fois une cible et en danger dans cette situation, comme le reste de la communauté internationale. Dernier point, les problèmes de financement, on en a parlé. Une grande partie des programmes que j'ai évoqués, ce qu'on fait, est financé sur contribution volontaire. C'est-à-dire que chaque État des Nations Unies dit bah, moi, je donne de l'argent et puis je discute pour que cet argent finance des choses que je trouve intéressantes. C'est bien, mais s'il y a moins de financement, évidemment, du coup, il y a moins d'action. Et j'aurais terminé là-dessus. Il y a un vrai danger, à mon sens, et c'est un peu paradoxal, mais il y a le danger de la paix. On voit bien le danger de la guerre, il est évident, et la paix est certainement toujours mieux que la guerre, mais il y a un vrai danger à une mauvaise paix. D'abord parce qu'il y a des tas de gens qui vont partir s'il y a une mauvaise paix, et ensuite parce que la guerre actuelle masque une partie des besoins. Et qu'on risque de se trouver, s'il y a une mauvaise paix, avec toujours énormément de besoins qui vont réapparaître ou apparaître encore plus ou s'aggraver, et en même temps avec un lâche soulagement de l'ensemble de la communauté internationale qui dit « Ah, c'est la paix ». Donc, ce n'est plus besoin de maintenir cet effort. Et puis, il y a d'autres besoins, il y a Gaza, il y a d'autres choses. Et donc, il y a un vrai risque, je trouve, à la fois pour toute la communauté internationale, pour maintenir cet effort. Et il faut qu'évidemment, on le prenne pleinement en compte. Voilà. Sur la tension, pour ne pas dire plus, entre le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale, on rappellera pour l'Assemblée générale le vote de 141 États contre la Russie, en faveur de l'Ukraine, comme cela par ailleurs était le cas avec 153 États contre Israël dans sa guerre à Gaza. Une question par rapport à la neutralité justement que vous mentionnez, relatif à l'activité, la mise en œuvre des opérations des Nations Unies venant en aide aux populations en Ukraine, et plus particulièrement le rôle du coordinateur régional sur place. À quoi tient cette tension qu'il y aurait liée à une certaine neutralité, alors que les Nations Unies sur place font, y compris au péril de leur vie, par les agents qui y sont, le maximum afin de venir aux besoins des populations? Bon, d'abord, je ne ferai pas de parallèle avec Israël, je pense que c'est des choses très différentes par nature, enfin, c'est un autre sujet. Sur votre question, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'en réalité, les autorités ukrainiennes, d'abord, les Ukrainiens, la population ukrainienne est légitimement choquée. La semaine dernière, il y a eu 20 morts, dont 4 enfants dans les attaques de missiles et de drones nocturnes. Donc, les gens, quand ils se réveillent le lendemain matin et qu'ils apprennent ça, évidemment, ils sont en colère et c'est bien normal. On considère qu'il y a à peu près 2/3 des Ukrainiens qui ont eu quelqu'un de leur entourage proche, leur membre de la famille ou amis proches, tué ou blessé au cours des 3 ans et demi de guerre. Que veut dire ce chiffre, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'est pas possible de parler avec un Ukrainien sans qu'on vous explique que son cousin, son beau-frère, son neveu, enfin bref, que quelqu'un a été tué ou blessé dans cette guerre que la Russie lui impose. Donc il y a une colère. Et cette colère, elle cherche une traduction politique. Et la traduction politique qui est recherchée, c'est une condamnation de la Russie, une condamnation politique de la Russie. Et ça, c'est compliqué. Voilà. Et ça, c'est difficile. Et quelque part, c'est pas le boulot des agents. Et en réalité, c'est injuste parce que c'est pas le travail des agents des Nations Unies qui sont là pour faire autre chose, qui sont là pour venir en aide concrètement. Mais cette tension existe et il faut vivre avec. Il faut le savoir. Et dans l'ensemble, comme je le disais, elle est maintenant relativement mieux gérée. Voilà. Ça reste complexe et sensible. Nous arrivons à la fin de cette table ronde. Un mot avant peut-être de céder la parole à Didier Lebray. Aujourd'hui, donc depuis 80 ans, les Nations Unies ont dû faire preuve d'originalité et d'une activité normative continue pour faire face aux crises. Je ne sais pas si l'Assemblée générale qui s'ouvre laissera place à un espoir au sein des populations,
Toutefois, il n'y a pas d'autre solution en effet, et grâce à vos témoignages, et y compris, et hommage soit rendu via la fabrique de la diplomatie aux diplomates du Quai d'Orsay qui sont en poste dans les différentes représentations permanentes visant à coordonner l'action de la France au sein des Nations Unies. Il n'y aura pas d'autre issue que de pouvoir effectivement maintenir ce cadre normatif pour le faire vivre. 4 milliards de jeunes sur 5 continents attendent donc aujourd'hui des réponses. Merci à vous tous. Je voulais, en votre nom, les remercier du fond du cœur, remercier notre ambassadeur qui a pris de son temps pour venir vous parler de cette expérience de comment est-ce qu'on vit l'ONU quand on est dans un pays en guerre. Je voulais juste conclure sur une note en vous disant que pour la plupart d'entre vous, vous cherchez légitimement aussi votre chemin, une voie, un débouché, un stage, et que de la même façon que l'Europe essaie de fabriquer un homme européen, c'est-à-dire un homme de paix, un homme qui considère que les identités, nos cultures, ne sont pas opposables à la possibilité de fabriquer quelque chose qui dépasse ces identités et nous permette de vivre ensemble. De la même façon, travailler à l'ONU, que ce soit dans les agences, dans les fonds et programmes ou au siège, au Conseil de sécurité, où vous voulez, c'est une façon aussi d'apprendre un homme d'un nouveau type ou une femme d'un nouveau type. Et je vous incite puissamment dans vos vies, dans vos parcours, à vivre cette expérience. Parce que c'est quelque chose de totalement inédit, inimaginable. Tout d'un coup, vous vous retrouvez dans une assemblée où vous parlez toutes les langues, vous avez toutes les nationalités, et il faut entrer dans la tête de tout le monde et se mettre dans la place de tout le monde. Et ça vous oblige aussi à faire cet effort que vous avez fait en venant ici, d'aller à la rencontre de gens dont c'est le métier de pratiquer l'altérité au meilleur niveau. Mais vous-même, si vous avez cette occasion, et je le dis devant des collègues et amis diplomates qui l'ont été au plus haut niveau, je vois Alain Leroy qui est ici, je te demande de te lever Alain, pour que vous identifiez quelqu'un qui a été le numéro 2 de l'ONU, c'était le patron de DPKO. Vous voyez ce que c'est, DPKO, le département des opérations de maintien de la paix. Et dans sa vie de diplomate, comme tout DPKO, il a été confronté aux pires atrocités et il a essayé partout où il allait d'y apporter une réponse. J'ai eu la chance de le voir arriver en Haïti après le séisme où j'étais. Et je peux vous dire que quand vous voyez se déployer des casques bleus là où tout a échoué, vous êtes content de les avoir avec vous parce que vous savez que c'est le début peut-être d'un processus qui va permettre aux gens de vivre en paix. Donc si vous avez l'opportunité, avant de devenir des diplomates français, de passer par le système onusien ou un autre système, n'hésitez pas, c'est la meilleure école de la vie. Voilà, et c'est sur ce message que je veux une fois encore vous remercier d'avoir pris le temps d'être venu à notre rencontre. Et j'associe toute cette grande famille de l'ONU qui a accepté aussi de jouer le jeu et de témoigner devant vous. Un grand merci. Mesdames, Messieurs, une petite annonce. Donc les débats sont terminés, mais la fabrique de la diplomatie n'est pas terminée. Et je vous invite, il reste encore quelques places, à l'Amphi Nation. Il y a un concert à 18h30 de l'artiste Swad Massi. Et dès que l'Amphi Nation sera plein, il sera retransmis également ici en direct. Bonne fin de fabrique de la diplomatie et merci à vous.